Et on s'est vu toujours comme une référence en termes d'expertise et d'influence. Et à partir de là, effectivement, on essaye d'innover chaque année, de proposer des nouveaux programmes. Je pense que c'est pas après anodin quand Nvidia vient nous voir en nous disant on va faire notre GTC, c'est leur événement. Ils font un énorme événement aux US et ils voulaient en faire un en Europe et ils voulaient le faire en France et on l'a fait ensemble. Donc il y a aussi cette volonté-là de se différencier en ayant la capacité d'attirer ces différents écosystèmes. Il y a des gens qui viennent du monde entier en France pour Vivatech. Bonjour à tous et bienvenue sur Icebreaker, le podcast d'Eskimos. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline, qui est la CMO de Vivatech. Bienvenue Caroline. Bonjour. Voilà, je tenais à t'inviter aujourd'hui parce que y a Vivatech qui approche, bientôt c'est dans 1 mois et demi grosso modo. On sait que c'est un événement énorme. On va fêter d'ailleurs son anniversaire, on t'en parlera tout à l'heure. Et puis en parallèle, tu as un parcours qui est hyper intéressant, on va l'aborder rapidement. Et d'ailleurs, pour commencer peut-être à l'aborder, je te propose, on a une tradition aujourd'hui. On a une tradition dans le podcast qui est de chaque invité doit se présenter. C'est une séquence qu'on appelle Two Shoes. Et donc, tu as 45 secondes pour nous dire qui tu es et ce que tu fais. Ok, on va essayer de tenir les timings. Alors, je m'appelle Caroline Roulet, je suis directrice marketing et com de Vivatech. J'ai à peu près 20 ans d'expérience dans le marketing et la com, donc je ne donnerai pas mon âge, il faudra calculer. J'ai 2 enfants j'ai, après avoir eu une première expérience dans la grande conso, j'ai bifurqué assez vite dans des secteurs plutôt digitaux. J'ai fait plein de secteurs différents. Assez vite, je me suis spécialisée aussi en web marketing, d'abord dans la data et le CRM parce que c'est ma formation, et ensuite dans le produit pour finir ensuite sur les leviers de com, choses que je trouve très complémentaires. Et en fait, j'adore travailler dans des secteurs qui bougent beaucoup, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à Vivatech. Voilà, c'est exactement ça. C'est un parcours qui est très riche, on va l'aborder tout de suite. Peut-être pour qu'on te connaisse un peu plus, le podcast s'appelle Icebreaker, donc c'est le moment effectivement de briser la glace entre nous. Je t'ai demandé de préparer avant l'émission 2 vérités à un mensonge que je vais essayer de deviner, sachant que, comme je te disais, moi aujourd'hui c'est un exercice sur lequel je suis pas très bon parce que j'ai un taux d'erreur qui est à 75%, donc je vais essayer de progresser. Et donc je te laisse nous partager Ok. ces deux vérités et ce mensonge. Bon, on va voir si je suis bonne en poker face ou pas. Alors, je vais te donner trois situations de Vivatech. La première, c'est qu'à peu près pour faire un Vivatech, je marche à peu près 25 km par édition. J'ai dîné avec Harlan Coben dans le cadre de Vivatech. Et j'ai aussi assisté au tout début de mon arrivée à Vivatech à un accouchement dans les allées de Vivatech. J'ai dû gérer ça. Eh ben, je pense que mon taux d'échec va augmenter parce que là les 3 me paraissent plausibles. 25 km, ça j'y crois assez. Et effectivement, Vivatech, moi je l'ai fait l'année dernière en tant que journaliste et visiteur, et c'est assez grand. Alors même tu me disais que ça allait même augmenter cette année. Ouais. Donc 25 km, j'y crois assez, donc je pense que ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc 25 km en nombre de pas, ça fait quoi? Ça fait 80 000 pas ou quelque Je chose sais comme pas, ça? je préfère pas trop Pour faire la compter. conversion. Et ça dure quoi? Ça dure 3-4 jours, hein, c'est ça? 4 jours. 4 jours, il y a le samedi, le samedi qui est compris. Et après, donc c'est Alan Coben, donc c'est quoi? C'est le romancier, c'est ça? Mm. Et l'accouchement. Allez, je dis que l'accouchement c'est vrai, allez, ça me paraît, ça serait drôle. Non. C'est bon. Ouais. Ah mince. Voilà, continue la tradition. Et donc tu as déjeuné avec Alan Coben alors? Ouais. C'est ça, parce qu'il Dans a le pris cadre la de parole, et Vivatech. c'est ça, il avait une Ouais, il était keynote. speaker, et en fait, je suis allée à un dîner marketing où il était là, et on a pu pas mal discuter ensemble. C'était très chouette. C'était une très belle occasion et une très belle opportunité. Qu'est-ce qu'il nous disait alors? Lui, il travaille beaucoup sur des polars, et en fait aussi sur comment la tech peut faire évoluer les métiers. Donc, il est un peu dans un peu de la science-fiction sur certains aspects, et il était hyper curieux de la tech. Donc, en fait, c'était des échanges assez chouettes entre des croyances, des réalités, aussi une préparation de son prochain roman. Donc, j'ai trouvé que c'était super riche, et il partageait beaucoup. Ouais, c'est ça qui est drôle. Et je trouve une des spécificités du Vivatech, c'est que effectivement, c'est 4 jours de foisonnement où il y a tout un écosystème tech au sens large qui est réuni, que ce soit des startups, des éditeurs, des annonceurs qui viennent de tous les pays, on en reparlera, etc. Et en parallèle, vous avez quand même toujours des têtes d'affiche hyper premium qui viennent d'année en année. Je trouve que ça vous singularise de façon assez forte finalement dans le patchwork des événements français. Alors,
aujourd'hui, je pense que le positionnement, il est pas trop français, il est plutôt de dire on est un événement global. Mais en tout cas, c'est une vraie particularité. C'est-à-dire qu'en France, on a parfois peut-être un peu de mal d'avoir des têtes d'affiche. Vous, depuis l'édition 1, je pense, Mm. vous arrivez toujours à avoir voilà, des big names et qui prennent la parole, font réfléchir sur la tech. Ça, c'est un parti pris que vous continuez à avoir et que vous maintenez et que vous renforcez ça d'année en année. Ouais, ouais, enfin, en fait, on veut réunir tout l'écosystème tech, donc ça touche aussi bien des startups, des investisseurs, des grands groupes, des leaders d'opinion, des chercheurs aussi, et puis même le grand public. En fait, on fait mélanger toutes ces populations-là pour échanger. Et enfin, la particularité, en tout cas, ce qu'on essaye vraiment de porter avec Vivatech, c'est quelque chose de simple, en fait, d'avoir une facilité de discussion avec ces personnes influentes, aussi bien qu'avec des investisseurs. Enfin, c'est hyper important pour nous. Et donc, c'est vrai qu'on a plein d'histoires où Bernard Arnault se promène dans les allées, il vient voir un peu ce qui se passe. Ça permet aussi de parler avec des gens avec lesquels on ne pensait pas forcément avoir l'occasion de discuter. Et ça, c'est toujours possible à Vivatech. Je réfléchissais justement dans l'écosystème français. Je pense que c'est peut-être le salon, ou peut-être avec celui de BPI qui organise Big chaque année. Mm. C'est peut-être les deux salons les plus importants côté business en France en termes de volume de visiteurs. Ouais, en volume, enfin, certainement, certainement. Après, en fait, il y a énormément d'événements, de salons, de dispositifs. En fait, je pense que chacun a ses particularités, ses forces. Il y a jamais vraiment de choses qui se ressemblent ISO. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. Enfin, aujourd'hui, quand on va à un événement, on va à 1 ou 2 événements par an. Et on va en général à un très gros et un plus petit qui est plus spécialisé. L'idée, c'est plutôt que ce soit complémentaire, que ça vienne se concurrencer. Alors comment on arrive à devenir CMO de Vivatech? Parce que ça fait 9 ans. L'organisation a 10 ans, c'est ça, cette année, Ouais, c'est les 10 c'est ans. les 10 ans. Donc toi, tu es arrivé après le démarrage, on va dire. Ouais, Le truc était lancé, tu es arrivé voilà, entre année 2 année 3, de ce que j'ai compris. Mm. Mais avant ça, tu avais une carrière déjà. Mm. Peut-être que tu peux nous rappeler un peu où est-ce que tu as fait tes armes? Moi, j'ai commencé dans la grande conso. C'est là que j'ai un peu appris mon métier. Et après, je suis partie dans des startups. J'ai travaillé chez Prosody pendant quelques temps, notamment sur tout ce qui était interactivité. Et donc, à l'époque, l'interactivité, c'était à peine le début d'Internet. Mais c'est là où j'ai vraiment appris mon métier, j'ai appris le digital. Et puis ensuite, je suis partie travailler en agence à Londres. Et quand je suis revenue, je suis arrivée chez M6, où je suis restée dans la cellule digitale d'M6, qui était un peu le laboratoire pour faire plein de tests. Et je suis restée 6 ans. Et ensuite, j'ai Ça, c'était quelle année, M6? je sais plus, c'était 2019, je pense. Je suis arrivée chez M6 en 2019. Ok. Et je suis restée 6 ans et j'ai fait plein de choses différentes. 2009. 2009, oui, pardon, Ouais, 2009, oui, ouais. 2009, pardon. Et Donc, ils et n'avaient pas encore pris le ensuite, virage du streaming, de la plateforme web, ça, ou tout juste peut-être. si, ça a commencé. Ouais, Si, ok. si. Si, il y avait, enfin, il y avait les applications qui avaient été mises en place. Moi, je travaillais beaucoup sur le CRM. J'ai travaillé longtemps chez M6 sur le CRM, donc qui incluait aussi toute la partie interactivité, mobile, application, etc. Donc oui, on commençait à diffuser aussi des meilleurs moments, un peu de stream. Et puis ensuite, je suis partie en start-up. Alors j'ai appris une anecdote sur M6 parce que c'est nos clients. Donc j'ai fait un déjeuner il n'y a pas longtemps avec elle parce que et donc j'ai appris que le mot replay, c'est M6 qui l'a inventé en fait. Et que ça n'a pas de traduction. Enfin, replay, ça veut rien dire en anglais, mais que Oui, ça je sais. Voilà. Je sais. C'est un peu notre problème chaque c'est année. ça. Voilà, Donc, exactement. ouais. Mais c'est M6 qui, peut-être voilà, au moment où tu y étais, qui avait imposé ça. Enfin, et puis du coup, en France, tout le monde l'a adopté, sauf que quand on parle à des homologues d'autres pays, Ouais, ils ils comprennent pas ce que comprennent c'est. pas du tout, ouais. Voilà. Ils parlent de Ketchup TV ou autre chose. Ouais, C'est ça. c'est ça. Nous, on a les mêmes problématiques Ouais, sur notre site. Donc, oui, tout à fait. Bon, pardon, je t'ai coupé, ouais. Après M6, tu disais. Non. Après, je suis partie dans une petite une structure. Vraiment, j'ai voulu un peu me re-challenger. Donc, je suis partie chez United Credit, qui est maintenant une très grosse structure. Mais quand j'y suis allée, on était 15. C'est du crédit conso, hein, c'est ça? Ouais, c'est du Pas crédit que, mais en tout conso. cas, c'est la Ouais, grosse si. activité. En tout cas, Ouais. c'était l'idée de trouver un système pour se passer des banques. Ouais.
Et donc, là, c'est surtout là où j'ai fait mes armes dans la com, et c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et ensuite, en partant de cette expérience-là, j'ai bifurqué à Vivatech, et je pensais y rester quelques années en me disant que l'événementiel, ça allait être un peu toujours la même chose, et il s'avère que c'est jamais, jamais la même chose depuis 9 ans. Ouais, c'est ça, parce qu'effectivement, donc, de ce que je comprends, c'est que tu as fait tes armes en agence, tu as fait Mmh, côté média dans la partie, notamment, tu disais CRM, mais pas que. Après, côté com, marque chez United. mmh. Donc finalement, tu as réussi en une dizaine d'années à avoir un corpus d'expertise qui soit très complet pour arriver chez Vivatech. Comment on se projette? Parce que effectivement, moi j'aurais un peu le même réflexe que toi en disant bah, je vais faire de l'événementiel. Il y a en plus une date butoir qui est que bah, chaque année, il faut répondre, il faut être présent pour ce rendez-vous-là. Mais qu'est-ce qui se passe entre. Donc cette année, je crois que c'est du 17 au 20 juin, c'est ça, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe à partir du 21 juin, grosso modo? Est-ce qu'on a encore des choses à faire? Alors j'imagine que oui, mais Oui, oui, que tu. Voilà, nous, on n'arrête jamais à la ouais. com. Mais oui, oui, en fait, enfin, ça s'est pas construit comme ça au tout début, mais aujourd'hui, on est dans un environnement concurrentiel, très concurrentiel, français, mais aussi international, qui est de plus en plus fort. Et donc, effectivement, il faut que la marque, elle existe tout au long de l'année, parce que sinon, on est vite oublié dans un panorama qui est très, très large, et souvent qui ont des moyens très importants, et qui sont peut-être des fois un peu plus gros que les miens. Donc nous, on a pris la décision aussi de raconter la marque tout au long de l'année. Typiquement, on a lancé un baromètre de la confiance des dirigeants dans la tech, qu'on fait depuis 3 ans, qu'on fait en février, tu vois, et qui nous permet à la fois de mieux connaître l'aspiration des dirigeants en Europe et aux US, et puis derrière, d'avoir des moments d'échange et de communication bien avant Vivatech. Et est-ce que vous avez aujourd'hui, donc il y a un moment fort qui est le fameux salon. Mm. Est-ce que il y a aussi des lieux de rencontre entre guillemets? Est-ce que vous animez des communautés, etc. en parallèle? Ouais, enfin, ça fait un peu partie du job qu'on fait un peu en dehors de Ouais. Vivatech. À la fois, on va travailler pour mieux connaître nos visitorats, donc on prend le temps aussi voilà, à la fois travailler nos bases, assainir nos bases, de faire des études, enfin voilà, de travailler un peu sur cet aspect, et puis ensuite d'engager nos audiences avec des trucs très classiques comme des newsletters, enfin, mais tout au long de l'année, on le fait tout au long de l'année. On a des choses à leur dire tout au long de l'année, et puis effectivement d'engager plus particulièrement certaines communautés via des petits-déj qu'on peut faire. Là, on en fait pour des tech leaders et des CMO, ou pour certaines, enfin, avec les clients avec lesquels on va les intégrer dans certains workshops pour les faire un peu aussi travailler avec nous sur les prochains Vivatech. Là, on est à un mois et demi de l'événement. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Alors, je sais pas si ça t'empêche de dormir, mais en tout cas, Il y a beaucoup de choses. voilà, est-ce qu'il y a Beaucoup de des choses. choses qui reviennent un peu chaque année où tu sais il peut y avoir tel imprévu, enfin, c'est quoi un peu les deux, trois points un peu très Alors, structurants les à imprévus, l'approche? ça Ouais, change ouais, systématiquement, donc j'ai abandonné d'essayer trop d'accord. de les anticiper. Je les gère, Mais j'imagine qu'il y a des mais patterns où chaque année, il y a le même truc qui se reproduit, non? il y a des choses, oui, Ouais. et après, il y a plein de choses, non, et c'est rare quand même, encore plus dans le contexte géopolitique qui change, et tout change très vite, d'avoir quelque chose qui est, même en termes d'usage, qui est reproduit d'une année sur l'autre. Donc, pour te répondre, moi, j'ai vraiment, enfin, le ticketing et la gestion effectivement, du visitorat, c'est quelque chose qui me prend beaucoup la tête, et je pense que je fais péter le serveur juste en faisant des requêtes en permanence pour vérifier où on en est, où est-ce que ça va pas. Ça, c'est enfin, une grosse prise de tête, en tout cas de suivi. Puis après, c'est aussi s'assurer que les messages ils passent bien, qu'ils passent au bon moment, et que petit à petit, le bruit autour de Vivatech soit mis en place, hein, et qu'à un moment, on ne parle plus que de Vivatech. Bah, en tout cas, sur la marque, je pense que ça, c'était plutôt un succès, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, vous êtes hyper top of mind. Je pense dans notre écosystème, tout le monde connaît Vivatech. De une marque même qui est assez fédératrice, qui a un point effectivement qui va cristalliser, en tout cas qui va un peu de centrifuge, finalement, qui va attirer un peu tout l'écosystème. Peut-être, est-ce que tu as deux, trois chiffres à nous partager sur c'est combien de personnes Vivatech? Qu'on se rende compte, c'est
effectivement combien de visiteurs, par exemple, l'année dernière? Vivatech, c'est l'année dernière, c'était 180 000 visiteurs. Il y a 44% de décideurs C-level. Il y a, ça représente à peu près 600 000 connexions business online, enfin ce qu'on peut vraiment suivre. C'est 14 000 startups, près de 3 000 investisseurs. Et pour nous, au marketing, c'est plus de 22 000 retombées presse et plus de presque 3 000 journalistes à gérer pendant Vivatech. C'est quoi le plus dur pour l'équipe marketing quand on organise ce type d'événement? Est-ce que c'est compliqué, par exemple, d'attirer autant de monde? Est-ce que c'est compliqué d'attirer plutôt des sponsors, des speakers? Alors, nous, au marketing, on est plutôt vraiment orienté visiteur. Dans l'équipe sales, enfin, côté commercial et exposant, il y a une équipe qui est dédiée plutôt pour aller chercher et pour animer la communauté. Donc, moi, je suis très orientée visiteur. Disons que moi, mon boulot, c'est quand même à la fois qu'on adresse. J'ai pas vraiment. Enfin, je cherche pas forcément à avoir toujours plus de visiteurs parce que. Enfin, c'est pas vraiment l'enjeu. L'idée, c'est d'avoir les bonnes personnes. Donc, on va plutôt essayer d'avoir une audience hyper quali et surtout satisfaite. Enfin, c'est surtout ça qu'on va travailler, qu'on va viser côté market. Comment on convainc justement un C-level, un DG, par exemple, de se déplacer, de prendre son billet, de se déplacer? Ah bah, ça va dépendre un peu du profil, mais effectivement, l'avantage, c'est que c'est un hub où on va retrouver un peu tous les décideurs. Donc, on a beaucoup de CEO qui viennent du monde entier, qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir adresser les personnes qu'ils ont besoin d'aller voir et que en 2-3 jours, ils vont pouvoir vraiment faire avoir des rendez-vous qui vont vraiment faire bouger les choses. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent derrière les allées où il y a vraiment des gros contrats qui se signent, des premiers échanges qui se mettent en place et des rencontres. Là, tu vois, par exemple, je ne sais pas si tu vois qui est Werner Vogel, c'est le Oui. CTO d'AWS qui, en fait, a rencontré Amodei à Vivatech, Anthropique, ouais, Anthropic. voilà. Et sa première rencontre, c'était à Vivatech. Et en fait, ils ont échangé ensemble. Ça, pour le coup, c'était pas prévu. Être le Mais Tinder en de la fait, tech, quoi, c'est-à-dire que vous arrivez à réconcilier. ouais. Mais en fait, ils ont monté des projets ensemble suite à ça. Donc, en fait, c'est ça qui est chouette aussi. C'est vraiment ça qu'on vise à faire à Vivatech. Ouais, et puis même, c'est marrant parce qu'il y a un peu une trend assez récente j'ai vu ça l'année dernière, où les gens se prenaient en photo avec leur badge en disant ah, je suis à Vivatech, rencontrons-nous si vous êtes là-bas, etc. Donc ça devient effectivement un lieu qui permet de se mettre en avant dans le sens où je suis là où ça se passe, entre guillemets. Et comme tu dis, hein, c'est sur 4 jours, effectivement, c'est des espaces qui sont immenses et à peu près tout le monde qui est présent. Donc c'est propice à l'échange, c'est propice effectivement à créer des premiers contacts. Donc, on voit bien que la force de la marque, c'est aussi, au-delà du programme un peu officiel, c'est aussi tous les moments un peu, les small talk Mm. qui arrivent à avoir lieu. Et tu le disais, hein, si je dis pas de bêtises, mais il me semble qu'il y a même des coins dédiés au marketing, à la tech, hein, les fameux launch que vous avez formalisés. Oui, enfin, en fait, on a créé des espaces en fonction aussi des audiences. Donc, pour les médias, il y a des espaces dédiés pour leur faciliter le travail et pour les aider au maximum. Parce que on sait que alors moi, je ne parle pas de salon quand je parle de Vivatech, je parle d'un événement. Donc, je te reprendrai. Mais quand on fait Vivatech, on est KO et c'est hyper dur. Donc, on essaye plutôt d'avoir des espaces un peu sympas pour eux. Pareil, quand on est CMO ou tech leader, on va avoir des programmes dédiés, des espaces spécifiques. Quand on veut faire du business, on a créé des espaces aussi dédiés pour pouvoir faire du business. Donc, on a des choses très génériques, on a des stages qui sont accessibles à tous. Et puis après, on a créé aussi différentes strates en fonction de ses besoins, en fonction aussi de son temps et puis de son profil. Vivatech, c'est un événement physique par définition. Mm. Là où effectivement la plupart de notre boulot il consiste plutôt à des échanges numériques ou via visio. On arrive encore à attirer finalement des visiteurs, à bloquer un jour, 2 jours dans leur agenda, à les faire venir sur Paris. Alors oui, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé, mais en fait, nous, on a toujours été convaincus que le business se fait et s'avance principalement par une rencontre physique. Les outils digitaux viennent aider, soutenir, appuyer, mais en fait, il faut un moment
se parler, soit pour accélérer un partenariat, un contrat, soit vraiment pour faire un premier contact. On y croit dur comme fer. C'est aussi pour ça que pendant le Covid, on a pris le choix une année de ne pas le faire. On aurait pu le faire 100% digital, mais c'est pas notre croyance. On pense vraiment qu'il le faut. Donc oui, en fait, oui, c'est peut-être plus difficile qu'avant le Covid de faire bouger les gens. Mais en fait, les gens voient aussi tout à fait l'intérêt. Et nous, notre ADN, c'est vraiment de favoriser le dialogue. Et on pense que, bah, vu le contexte, le dialogue, il est plus que jamais important d'essayer de le continuer, de le faire perdurer. Donc en fait, on arrive, grâce à ça, à opérer des vrais échanges. Et comme derrière, ça génère du business, bah, en fait, les gens reviennent parce qu'ils voient qu'en faisant ça, ils arrivent à récupérer des leads suffisamment pertinents. Ils arrivent à rencontrer les bonnes personnes, donc ça marche. Ouais, puis on a des moments privilégiés. Nous, par exemple, bah, Eskimos, hein, on a tout un pipeline pour générer des leads. On en génère beaucoup sur les réseaux, via le bouche à oreille, via des publications, des prises de parole. Mais depuis 2 ans, on s'est relancé dans la dynamique des salons. C'est des choses qu'on ne faisait pas historiquement. Et je vois bien que on parle à d'autres personnes. C'est pas du tout les mêmes Mm. audiences qui consomment nos contenus sur le web versus les salons. Et en fait, les salons, il y a quand même ce côté. Les C-level, c'est des gens tous très occupés. Mais ils vont réussir quand même dans leur agenda à bloquer, comme tu le disais, peut-être un salon, 2 salons dans l'année. Et quand ils viennent, bah, ils coupent tout en fait. Mm. Et donc, c'est-à-dire que c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est des moments privilégiés où tu peux atteindre ces personnes-là que Mm. tu ne pourrais pas atteindre via le flux continu du web ou du newsletter ou d'un podcast, Ouais, en etc. termes d'attention, ouais. Et donc moi, ça me permet de toucher d'autres audiences. Donc on fait pas mal de salons et d'ailleurs, bah, on va faire Vivatech cette année. On va tester le format. Donc voilà, je suis très optimiste sur le fait on va toucher des publics qui sont J'espère intéressants bien. Oui. et voilà, auxquels on n'a pas accès forcément d'habitude. Mais j'aime bien le côté, voilà, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils coupent tout. Mm. Et donc ils sont aptes à l'échange effectivement, et donc ça c'est typiquement le genre de promesse que tu peux pas avoir sur un webinar ou sur une visio où Non, par oui, oui. définition on fait tous autre chose en fait, c'est-à-dire que Oui, on se malheureusement, connecte mais on a c'est une vrai. écoute passive la plupart du temps, Oui, donc oui. Non, non, mais c'est vrai. Et après, on a cette particularité que souvent, les gens qui viennent pour 2 heures, en fait, finalement, ils viennent pour plus que deux ils se laissent heures. happer par Ouais, par l'ambiance. ouais. Et souvent, en fait, les gens, ils viennent plus qu'une journée. Mais ils ont prévu au début de venir Ouais. juste 2 heures. Et en général, ils viennent plutôt 2, 3 jours. Donc, il y a ça aussi, cette facilité. Et puis, enfin, voilà, il y a ce fameux serendipity que j'ai du mal à dire, mais qui, pour autant, vraiment fonctionne très, très bien à Vivatech. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec aucun projet, et puis par la mécanique des échanges, il y a quelque chose qui émerge, qui n'était pas prévu, c'est ça, et qui... Ouais, en fait, l'idée, enfin, je pense que venir à Vivatech sans avoir rien prévu, organisé, c'est pas top parce que c'est en étant à peu près on a vraiment le bénéfice de son arrivée. Mais souvent, ils viennent pour 2 heures hyper chargés, hyper construits. Puis finalement, ils rencontrent un tel. Ça, c'était pas prévu. Puis ils se disent, bah non, là, j'ai pas le temps, donc je reviendrai demain, on se croise. Puis ils rencontrent dans les allées un tel et un tel. Ils disent, bah non, mais attends, reparlons-nous, ça vaut le coup. Et donc finalement, ça crée une sorte de longue traîne où il reste beaucoup plus longtemps. Enfin là, je parlais avec un speaker qui finalement était venu à un dîner qui n'était pas du tout prévu, mais en fait, il était là, ça s'est plutôt bien passé, il avait envie, et donc c'était très sympa de discuter aussi avec ces gens-là qui sont plus difficiles d'accès et qui sont des execs vraiment de haut niveau, mais c'était un moment où il y a un vrai partage, un échange, enfin il y a cette disponibilité-là qui est riche, quoi. Très bien, je comprends. En préparation, en amont de l'épisode, je t'ai demandé effectivement de nous renseigner un peu les 3 objectifs pour cette année. Donc je les montre ici. Donc le premier, tu as noté attractivité, le deuxième surprise, et le troisième 10e anniversaire. Donc je te laisse peut-être nous présenter le premier. Ouais, l'attractivité, c'est vraiment travailler sur à la fois la notoriété de marque, parce qu'effectivement, on est connu sur certains pays, sur certaines cibles, mais on a encore beaucoup de travail à faire sur la notoriété, notamment à l'international. Donc c'est un de mes gros enjeux de travailler sur certains pays ou certaines audiences un peu plus particulières. Puis ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est qu'à 1 mois et demi de l'événement, il faut aussi que je fasse monter le bruit petit à petit. Donc c'est un de mes objectifs en ce moment, c'est vraiment de travailler là-dessus pour faire les bons leviers, activer les bons leviers au bon moment pour que vraiment ça fasse un peu boule de neige. C'est quoi les bons leviers, par exemple? C'est les relais presse, Ouais, c'est c'est un des peu reveals, des choses comme ça sur le programme?
Ouais, ça dépend pourquoi. Ouais. Après, quand on veut faire un peu de notoriété, on fait pas mal d'outdoor et d'affichage et ça permet on fait suffisamment bien les choses pour que ça attire et que ça, en tout cas, interroge. Et après, effectivement, c'est un mix entre un peu de offline et de Ouais. online. On va avoir des objectifs très héroïstes et des objectifs un peu plus de, voilà, de notoriété, de trafic. Et donc, en fonction, on va jouer un peu sur tous les leviers. On est majoritairement sur du levier online, mais on a quelques campagnes offline pour pouvoir diffuser un peu la marque. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un événement, alors j'en prends ton terme, donc c'est un événement C'est bien, mondial, merci, c'est enfin un ça. rayonnement mondial, Ouais. mais quand on regarde le plan, parce que moi je l'ai vu hier, il y a aussi des régions qui sont présentes, Mm, et qui sont même très présentes, les régions mm. françaises. Donc on a un peu les deux dimensions, et ça c'est hyper intéressant, c'est très spécifique je trouve à Vivatech, d'avoir cet ancrage un peu territorial. Et les régions, elles viennent faire quoi? Elles viennent finalement montrer un peu le tissu industriel, tech, de leurs 5-10 startups qui fonctionnent bien peut-être, c'est ça? Un peu des 2, c'est-à-dire qu'à la fois, elles viennent pour exposer un peu ce qu'elles font parce que les régions, elles sont ultra dynamiques en termes de tech et souvent, on le voit pas assez. Donc ça leur permet un peu aussi de montrer tout ce qu'ils font, toutes les initiatives, toutes les institutions qui Mm. sont associées, qui les soutiennent. Et puis aussi, ils viennent, pour faire du business aussi, très concrètement, pour, opérer des contrats, et enfin voilà, pour soutenir les régions, pour développer des partenariats. Donc c'est un peu dans les 2 côtés. Cette année, c'est la première fois où on a toutes les régions qui viennent. Donc c'est super ça et ça en fait, ça montre aussi toute l'effervescence que peut être, la France en termes de tech et d'innovation. Le deuxième sujet que tu as mentionné, c'est la partie surprise. Alors, j'ai hâte d'en savoir plus. Est-ce que tu nous révèles une surprise, c'est ça? Ou est-ce Non, que... mais surprise, c'est plus que moi, mon job, c'est de surprendre et d'innover en permanence. En fait, on fait un événement qui est sur la tech et l'innovation et ce qui est important, c'est que l'innovation, elle parte aussi, de nous et de la façon dont on va faire l'événement. Donc on fait pas un événement, toujours de façon très, enfin, comment dire? Comme, les organisateurs de salons le font. On fait des choses, des fois qui sont pas, qu'ils ne font pas. Enfin et j'ai déjà entendu dire: «Mais ça se fait pas du tout dans l'événementiel ce que tu fais». Mais en Quoi par fait, exemple? bah, certains leviers qu'on va utiliser ou certains coups de com' qu'on va D'accord. faire ou, voilà. En fait, nous, on n'est pas du tout enfin, moi, je viens pas de l'événementiel Oui, donc donc tu dépoussières un peu finalement ouais et les puis, enfin, je pratiques. pense que notre job, c'est vraiment enfin, voilà, ça va faire 10 ans que Vivatech existe et on peut pas rester juste sur ses acquis. On a toujours eu cette dimension, se penser challenger, depuis le début et on continue à le penser, donc on se remet en permanence en question. On réfléchit à des nouveaux canaux, on teste des nouveaux outils, on est très tactique parce que historiquement, on a commencé avec, rien du tout. Ouais. Donc ça, j'essaye vraiment de le garder en permanence pour qu'à chaque fois, on innove. On a fait il y a 2 ans beaucoup de sujets sur du DOH, tu sais, le Mm. fake OH qui a très, très bien fonctionné, mais on était un peu dans les premiers à essayer de le lancer. Donc nous, on est un peu dans cette approche-là de se dire on teste et on va essayer de toujours un peu plus surprendre nos audiences. Ok. Et donc il y a un truc qui est attendu chaque année, c'est un peu les têtes d'affiche finalement qui va prendre la parole. Tu me disais que c'était encore sous embargo aujourd'hui. Mmh. Est-ce que je vais faire mon pronostic, je pense que et on va voir si l'avenir me donne raison. Moi, je pense que ce sera une personne de l'IA qui aura peut-être le main stage, etc., et qui va peut-être faire la grande conférence. Et je miserais bien 1 euro sur Anthropic, quoi, sur le patron d'Anthropic. Donc on verra si, Poker face, voilà, on tu verra vois? si Dario sera là ou pas, ou si ce sera un autre. Euh, Parce que bon, ils ont le vent en poupe, et effectivement, à chaque fois, l'année dernière, c'était qui était C'est Jensen Huang est ouais, c'est ça. venu. Nvidia, donc. Ouais, C'est ça. Nvidia. Nvidia, c'était chouette. Ok. Il avait fait des contrats à l'époque aussi, Ouais. grâce à, Ouais, ouais. grâce à Ouais, ouais, Vivatech. tout à fait. Avec la France, Et c'est ça, il notamment. avait vu L'Oréal, parce qu'on voit une photo avec le patron ou le CTO de L'Oréal, où les deux ils se serrent la main. C'était peut-être à l'occasion de Ouais, ouais, ouais. Vivatech. Il a monté pas mal de partenariats, même avec Mistral. Il a monté un Ok. gros deal avec Mistral pendant Vivatech. Mais ça peut être Mistral. Est-ce que Mistral a déjà pris la parole chez vous? Mistral, ouais, il a déjà Ouais. pris la parole. Ok. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, je reste sur mon pronostic anthropique alors. On Et verra. Anthropic est déjà venu aussi à Vivatech. Je veux pas Ouais. te. Ah, tu peux casser. Bon. Mais ils sont déjà venus il y a 2 ans. Et c'était Dario qui a pris la parole? Ouais, C'est ça? ouais, ouais. Ok. Bon, Ouais, ouais. ça marche. Et donc, 10e anniversaire. Oui, en fait, là, cette édition, c'est les 10 ans. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on bosse sur ce projet-là et sur cette édition-là. Donc, on arrive un peu au bout là, de
du lancement. Donc, on est hyper contents. C'est 10 ans pour nous, c'est un peu l'opportunité de célébrer 10 ans d'innovation. On a 10 ans, on est tout petit, mais l'innovation, elle a énormément évolué sur ces 10 dernières années. On veut aussi pouvoir se projeter sur les 10 prochaines années. Et puis, on a un gros enjeu en termes d'espace. Ce que tu disais un peu tout à l'heure, on change de hall, on reste porte de Versailles, mais on passe sur le hall 7. C'est un hall sur 3 étages, avec 30% de plus de parc d'exposition. Donc, C'est bon signe, ça. C'est-à-dire qu'on oui, pousse les murs. c'est très bien, mais on ne chôme pas. C'est On ne ça. chôme pas avec ça. Ça fait encore quelque chose de totalement nouveau à inventer en termes d'espace, en termes de circulation des audiences. Enfin, ça crée beaucoup de questionnements et donc on s'embête vraiment, vraiment pas. Et qu'est-ce qui a changé en 10 ans par exemple pour Vivatech? On le disait tout à l'heure en off, c'était un tout petit événement avec peut-être les ambitions qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui. C'était c'était une sorte de spin-off en plus de Publicis, hein, si je dis pas de bêtises. Ça a été conçu à l'origine pour les 90 ans de Publicis. Et en fait, c'est une idée qui a germé et ils ont embarqué les échos. Et c'est comme ça que le projet s'est initié. Mais par contre, l'ambition de Vivatech, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé dès le début. Les actionnaires du début, ils ont toujours eu cette idée de faire de Vivatech un événement mondial et de faire de Paris l'épicentre de la tech. Et ça nous sert beaucoup parce que grâce à ça, l'ADN de la marque, elle a très peu évolué. Parce qu'on continue à porter cette voie-là. Et même au début, quand on était tout petit, on avait déjà cette ambition de faire venir des gens du monde entier, de ne pas se limiter à quelque chose de très local. Et pareil, qu'est-ce qui a changé sur le marché? C'est-à-dire, alors, toi, tu étais là il y a 8 ans, mais grosso modo, est-ce que tu vois des vraies différences sur le niveau de maturité, sur les enjeux tech qui émergent? Ouais, alors il y a effectivement le marché qui a évolué, qui est devenu beaucoup plus concurrentiel. Avant, les gros événements, il n'y en avait pas énormément. Là, il y en a de plus en plus. Il y a le Middle East aussi qui s'est beaucoup développé. Donc, c'est plus le même marché qu'il y a 10 ans. Et puis, effectivement, après, enfin, le monde au global développe aussi des technos. L'Asie, on découvre aussi l'Asie avec énormément d'avancements sur plein de choses, notamment sur l'IA. L'Afrique a plein de pépites qu'on découvre aussi. Donc, en fait, il y a plein de choses qui émergent et pas uniquement au niveau français. L'idée, c'est vraiment de confronter un peu ces idées-là. Je trouve que c'est toujours intéressant de se dire on a une façon de gérer la tech qui est différente des US, qui est différente de l'Asie, mais qui est souvent intéressante de confronter. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a un déplacement un peu culturel. C'est-à-dire qu'on est, peut-être il y a 8 ans, 10 ans, on était très une tech occidentalo-centrée, enfin, Mm. avec une vision très européenne et américaine. Et on voit que le barycentre commence à changer, à se déplacer, qu'il y a des sphères, tu parlais de l'Asie notamment, qui sont au moins aussi compétitives, Mm. voire mieux sur certains aspects Mm. que nous. Et ça, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Je pense qu'on n'avait pas cette conscience-là collective, en tout cas. Et le deuxième point, pareil, je pense que sur la tech, on a un rapport qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus transformant. Et je ne sais pas si on est techno-optimiste, en tout cas, moi, je le suis plutôt. Mais j'ai l'impression qu'on est. Et d'ailleurs, on le voit avec l'IA que ça change plein de choses, ça perturbe plein de choses, mais que à la fin des fins, j'ai l'impression qu'on a une conviction un peu partagée en disant bon, c'est quand même chouette ce qu'on vit. Alors, ça va créer des turbulences, ça va créer des frictions, etc. À court terme, ça va être inconfortable. Mais on voit bien que les cas d'usage qui vont être déployés à moyen ou long terme, ça va être des choses qui vont être positives. Alors, modulo le côté défense qu'on mentionnait tout à l'heure, mais sur plein d'aspects, il y a quand même des usages qui vont être ultra positifs sur la santé, notamment, par exemple, Mm. sur le care, etc. Enfin, sur des choses, sur l'éducation, des choses voilà, très pragmatiques et qui touchent le quotidien de chacun. Donc, j'ai l'impression quand même que c'est ces deux éléments qui ont quand même pas mal changé. Et je reviens sur le point que tu mentionnais sur la partie concurrentielle. Effectivement, alors, moi je connais moins bien l'écosystème des salons, mais j'ai le Web Summit en tête, effectivement, voilà, que je place à peu près sur la même échelle que vous. Depuis peu, il y a les salons autour de l'IA, alors, Mm. qui sont menés par les pays. Je crois que c'est des rencontres annuelles. Le dernier était en Inde, si je dis pas de Mm. bêtises, Mm. il y a quelques semaines, Il y a ce mythe. et qui arrivent à attirer effectivement aussi plein de leaders, etc. Alors, il y a beaucoup de politiques, il y a aussi beaucoup de leaders, etc. Euh, Comment on arrive à se démarquer de ces salons, de cette concurrence qui est de plus en plus forte, et comment on arrive à rester un pôle d'attraction et de compétitivité?
Il faut être innovant, il faut faire les choses un peu différemment parce qu'assez vite, c'est assez standardisé. Effectivement, on a toujours pensé Vivatech comme un événement qui était international, ce que je te disais, multisectoriel aussi, très business. Et je pense que c'est une finalité très importante aujourd'hui. Et on s'est vu toujours comme une référence en termes d'expertise et d'influence. Et à partir de là, effectivement, on essaye d'innover chaque année, de proposer des nouveaux programmes. Je pense que c'est pas après anodin quand effectivement Nvidia vient nous voir en nous disant on va faire notre GTC, c'est leur événement. Ils font un énorme événement aux US et ils voulaient en faire un en Europe et ils voulaient le faire en France et on l'a fait ensemble. Donc il y a aussi cette volonté-là de se différencier en ayant la capacité d'attirer ces populations, ces différents écosystèmes qu'on arrive à faire. Il y a des gens qui viennent du monde entier en France pour Vivatech et on essaye vraiment de porter toutes les régions du globe. Et ça, c'est aussi une particularité, c'est-à-dire qu'on met aussi bien en avant des Américains que des Chinois. On a des sessions de conférences qu'on essaye de faire les plus éditorialisées possibles, sans préjugés, mais vraiment pour essayer d'informer, de donner un maximum d'insight aux différentes audiences. On fait venir aussi des pays émergents qui ont des très très bonnes idées, mais qui ne sont pas assez vues, assez visibles. Donc ce melting pot et ce mix-là fait qu'à la fin, on a une qualité d'information et de rencontres qui fait qu'aujourd'hui, ça permet aussi de se différencier. Aujourd'hui, on le voit, la pente, elle est quand même vers l'IA. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a une sorte de... C'est un peu un trou noir, l'IA. C'est-à-dire que ça aspire un peu tout ce qui est autour. Et donc, les boîtes, elles deviennent IA native ou IA first, etc. Les événements également, on rajoute de l'IA un peu partout, que ce soit vrai ou en termes de positionnement de marque. Aujourd'hui, si on ne fait pas d'IA, est-ce qu'on a sa place chez Vivatech? Ou pour le dire différemment, c'est est-ce que Vivatech, vous n'êtes pas positionné historiquement comme un événement autour de l'IA? C'est-à-dire que c'est une des composantes majeures aujourd'hui, j'imagine, effectivement, dans le programme, mais pas que. Là où il y a des événements qui sont 100% IA, on parlait d'événements. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on arrive encore à laisser de la place du coup à d'autres choses que l'IA et surtout comment on arrive à rayonner? Parce que j'ai l'impression quand même que l'attention du public ou de l'audience est quand même, bon an mal an, on est quand même très attiré par ce nouveau sujet, on a une sorte de FOMO qui se crée. Donc comment on arrive à la fois à faire de la place à d'autres sujets et tout en captant toujours l'adhésion ou l'attention du public? Alors, l'IA, moi, ça va faire 9 ans. Ça fait 9 ans qu'on parle d'IA Vivatech. Ça a évolué, Avant que l'IA etc. soit cool, quoi, c'est ça. Avant l'IA Mais ouais, générative. parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui existaient Ouais. sur On parlait l'IA de machine avant l'IA learning, quoi. On générative. parlait de machine learning Ouais, ou mais deep learning. des ou- trucs, Ouais, des c'est ça. trucs Mais c'était vraiment l'IA, très sérieux. effectivement. Ouais, C'était l'IA. exactement. Mais effectivement, nous, notre job, c'est un peu de détecter ce qui va arriver aussi après. Les Donc, signaux faibles. tout de ouais, suite. exactement. Donc, on va l'IA aujourd'hui, on l'aborde à Vivatech parce que c'est effectivement un gros sujet et un sujet maintenant très concrètement business avec des applications. On voit vraiment des retours d'expérience, etc. Donc, c'est surtout ça qu'on va illustrer. Et c'est vrai que c'est une grosse partie de cette édition, par exemple, qui va être quand même qui est très orientée aussi sur l'IA parce qu'il y a beaucoup d'applicatifs et d'usages qui peuvent être intéressants d'échanger. Mais on ne fait pas effectivement que de l'IA. On parle aussi d'autres technos. On parle beaucoup de cybersécurité aussi parce que, mine de rien, c'est un énorme pan d'activité de business et de développement qui va arriver et qui arrive en ce moment pour les entreprises. Et puis, on a toujours un peu ce truc de signaux faibles de dire mais qu'est-ce qui va arriver après? Et donc, on a tout un sujet sur les deep tech et tous ces sujets autour des blockchains, autour du quantum, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se développent et qui risquent aussi d'arriver vite dans nos métiers. D'ailleurs, je change mon pronostic. Je pense que ce sera Yann Lequin qui va faire voilà, le main stage. Je pense que ça correspond bien à l'agenda. Et tu vois, tu parlais de signaux faibles. Ça me paraît être un bon signal faible, les world models. Donc, voilà. J'espère que c'est dans la boîte, sur ce nouveau pronostic. Et justement, sur les signaux faibles, alors tu en as partagé deux. Tu parlais de deep tech, du quantum, etc. Est-ce que la robotique aussi, ça, j'imagine que c'est quelque Ouais, chose je qui sera pense présent? que c'est pas un Ouais. signal faible, la robotique, Ouais. c'est très concret. Déjà les applications. Et ça ouais. utilise l'IA aujourd'hui, ça fait partie la productivité. L'IA, ce sont des sujets très concrets aujourd'hui et avec des usages et les retours d'expérience de ça. Donc oui, on va en parler aussi à Vivatech. En fait, on veut vraiment garder cette vision un peu multisectorielle parce qu'on pense que c'est
c'est le meilleur moyen aussi d'avoir des idées, de glaner des idées, quel que soit son secteur. Donc, on continue à avoir ces approches-là et d'aborder le sujet dans les creative industries, pour les marketeurs, les CEO, les tech leaders, pour bosser voilà, sur plein de secteurs et pas uniquement la tech pure et dure. En fait, c'est vraiment l'application à des métiers business. Alors ça, c'est la vision pour le marché, hein, pour finalement vos partenaires, vos sponsors, puis même finalement l'audience qui va être Mm. présente, qui va se déplacer. Mais concrètement, toi, en tant que CMO, c'est aussi un usage que l'IA, c'est un usage aujourd'hui qui est en cours de déploiement ou qui est déployé aujourd'hui dans tes équipes. Déjà, quelle est ta position vis-à-vis de l'IA générative? Et surtout, est-ce que tu as un, deux, trois cas concrets à nous partager de déploiement? Ouais, alors nous, on a la chance d'avoir un boss qui très vite nous a incité très fortement à intégrer l'IA dans nos métiers, à nous former aussi. Donc, on l'a très vite adopté et les équipes l'ont très, très vite adopté. Donc, ça, c'est vraiment un plus. En fait, moi, ma perception de l'IA, c'est que c'est une techno qui permet de faire plein de choses très, très utiles pour nous. Ça nous permet de simplifier certaines tâches. Par exemple, avant, on regardait les sessions de conf avec des journalistes et il y avait des gens qui restaient des heures et des heures dans une salle. Là, voilà, en quelques heures, on a l'intégralité et une vision très claire de tout ce qui s'est dit pendant les 4 jours de l'événement. On l'utilise aussi pour déployer plein de campagnes sur des micro-segments, chose que humainement on n'aurait pas fait parce que c'était pas rentable. Là, aujourd'hui, on le fait et donc ça nous permet d'avoir des choses beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus fins. Ça nous aide aussi à défricher des sujets de data. On ne se passe pas encore de data scientist parce que en fait, la data donne des fois des visions un peu approximatives des choses, mais ça permet pour des gens au marketing qui connaissent pas trop, qui sont pas à même de commencer à avoir des premières tendances, en tout cas avoir des réflexions. Donc ça nous sert au quotidien énormément. Après, moi, je viens un peu d'une époque où en fait, je pense c'est des outils sur lesquels il faut être en permanence formé parce que ça change à une vitesse qui est folle. Je pense aussi qu'il faut savoir l'utiliser dans un cadre défini, donc il faut savoir à quoi ça va servir. Faut savoir quelles sont les limites aussi des technos, enfin en tout cas au jour d'aujourd'hui. Et puis il ne faut pas perdre de vue sa vision stratégique parce qu'avec ce genre d'outils, on peut se dire très vite ça fait tout et hop, on part un peu dans tous les sens. Donc nous, on essaye de faire attention à ça et parallèlement à ça, nous, encore plus au market, notre job, c'est vraiment, on est très user-centric, on va vraiment parler à des humains. Donc, on a aussi ce rôle-là de véhiculer de l'émotion au sein de la marque. On ne s'appelle pas Vivatech pour rien. Et donc, je dis toujours aussi quand même à mes équipes attention, parce que la perfection, à un moment, fait qu'on perd un peu notre aura. Donc, on l'utilise avec parcimonie. Ça nous fait surtout gagner de la productivité aujourd'hui. Et on va continuer à le faire, mais on ne l'utilise pas à outrance aujourd'hui. Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, il y a des points que je vais relever, c'est le syndrome de la surpuissance, c'est-à-dire qu'on a un outil qui permet des usages exponentiels et donc on peut effectivement des fois se laisser griser par les opportunités et puis voilà, croire qu'on excelle alors qu'en fait finalement on passe peut-être à côté du sujet. Moi ce que je note quand même c'est que ça te permet de faire par exemple de l'ultra-ciblage ou du micro-segmentation, ça c'est quand même top, c'est-à-dire que c'est un usage qui va vers le plus et non pas vers le moins, comme parfois on a tendance à identifier. Et un autre point qui est intéressant, qui est assez commun, là, je trouve, avec la plupart des boîtes, c'est que je trouve que c'est un sujet qui est beaucoup porté par le haut. C'est beaucoup porté par les C-level. Tu disais, tu as la chance d'avoir un patron qui vous a poussé dessus. C'est l'une des rares ruptures, en tout cas, c'est la seule que j'ai connue, de rupture technologique qui est portée par le haut. L'arrivée d'Internet, c'était plutôt la base qui poussait et le patron qui ne comprenait rien. L'arrivée des réseaux sociaux, idem. L'arrivée du mobile, idem, etc. Là, je trouve effectivement ce que tu décris, c'est quelque chose que moi je vois vraiment au quotidien où c'est souvent le CEO qui dit bah tiens, il faut aller à fond là-dessus, et puis qui déporte ça sur le CMO et ainsi de suite. En revanche, ce que j'observe, c'est, j'échange beaucoup avec des CMO, bah, toi aussi, j'imagine, dans le cadre de tes fonctions, c'est le discours un peu dominant, c'est de dire ah bah, on veut aller à fond sur l'IA, mais il y a une réticence de la base. Ou en tout cas, il y a. Il y a une résistance au changement. Et en fait, ce que j'observe, c'est que il suffit pas de dire il faut aller à fond sur l'IA, quoi. Ça, c'est 1% du job, quoi. Et en fait, la résistance au changement, c'est souvent la traduction, je trouve,
d'une vision qui n'est pas assez affirmée sur l'IA, une vision du haut, j'entends, Mm. ou des moyens qui ne suivent pas. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que le patron dise qu'il faut y aller, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des protocoles de formation, le niveau de licence nécessaire, parce qu'à la date, on sait très bien que les trois quarts des usages IA, c'est du shadow IA, c'est X ou Y qui utilise son chat GPT un peu en cachette, et donc c'est pas du tout la vision cible qu'il faut avoir. C'est aussi définir des objectifs clairs, ça veut dire quoi utiliser l'IA? Est-ce que c'est utilisé pour utiliser? C'est un moyen, mais c'est pas un résultat. C'est-à-dire que le résultat, c'est de dire, utilisons l'IA pour le livrable X ou pour l'action X. Et je trouve que ça, en fait, c'est beaucoup d'autocritique qui doit être fait chez nous, hein, côté CEO ou DG ou que sais-je. Euh, Parce que on ne peut pas juste dire aux équipes, voici un os à ronger, débrouillez-vous avec. Ouais. Ouais. Et je pense qu'aussi, ça passe beaucoup, le dernier point, sur l'exemplarité. C'est-à-dire que moi, je m'astreins, et enfin, je le fais avec envie, parce que je suis très optimiste sur ces technos, mais je m'oblige à être exemplaire sur l'usage de l'IA. C'est-à-dire que ce que je demande à mes équipes, je me l'impose à moi-même, et je l'utilise pour produire différents livrables, pour mettre en place différents assets, etc. Et je trouve que ça passe beaucoup, alors dans les petites boîtes, on est que 250, mais ça passe beaucoup par l'exemplarité aussi, quoi. Ça doit venir par le haut et pas juste dire aux équipes, faut faire ça, pour que ça puisse ensuite rayonner. Euh, Super, en tout cas, c'est top de voir qu'il y a des usages concrets. Peut-être sur la traduction aussi, je ne sais pas si aujourd'hui vous l'utilisez sur cette partie-là. Oui, ça dépend. Ça dépend pourquoi. Après, nous, mon équipe, elle est très internationale, donc on travaille, enfin, et on travaille beaucoup les accroches. Enfin, on a un gros boulot là-dessus, mais oui, ça nous aide. En fait, c'est plutôt un soutien, une aide. Enfin, aujourd'hui, nous, on le voit pas comme un remplacement de nos- enfin, mes équipes, c'est pas du tout ça. C'est plutôt vraiment un renfort, un appui. Ça permet de faire gagner beaucoup de temps. Et on relie toujours. On a aussi toujours. Enfin, moi, j'ai toujours un peu cette approche de toujours quand même faire un double check, peut-être par ma formation, mais effectivement, l'IA, elle veut faire plaisir et donc va toujours te dire ce que tu veux entendre aussi. Et souvent, enfin pas souvent, mais ça arrive qu'ils te disent n'importe quoi. Donc on fait toujours un peu de contrôle. À la fois, c'est un sujet de formation, hein, parce que je pense que plus on sera formé, mieux on promptera. Mais en même temps, à côté de ça, on garde quand même cet esprit critique pour pouvoir faire quelque chose de qualité. Oui, ça, il n'y a pas de raison d'être moins autocritique avec un livrable venant d'un humain. C'est-à-dire qu'il y a, Ouais. il y a moi, je dis toujours, il y a autant de biais dans l'IA X ou Y que chez moi, que chez le voisin d'à côté. Donc, c'est bien effectivement de faire son autocritique. Et j'ai lu ce matin, ça m'a fait rire que Mark Zuckerberg est en train de construire son agent IA CEO pour l'aider à piloter Meta. Alors, on se doute bien que c'est beaucoup de la communication parce que ça va dans l'agenda de Meta, mais c'est assez drôle, je trouve, ce type de sortie. Voilà, c'est pour le clin d'œil. Donc peut-être qu'on aura tous un peu notre double comme ça, qui permettra de piloter des PNL, des boîtes, etc. On a une autre tradition dans le podcast, c'est on va appeler l'effet de boule de neige. C'est la petite action qui ne paye pas de mine, mais qui génère un résultat x5, x10. Est-ce que tu as un tips comme ça à nous partager Alors j'en ai un, mais c'est très attaché à l'événementiel et c'est pas pour faire de la lèche, je te dis, mais c'est vrai que c'est le SEO pour moi parce que dans l'événementiel, le SEO c'est pas du tout, c'est pas quelque chose qui est très valorisé parce qu'on a des cycles très particuliers. Il y a beaucoup de trafic sur des périodes courtes et puis après il y a beaucoup moins de trafic. Donc souvent le SEO est un peu laissé de côté. Nous c'est un sujet qui nous intéresse vraiment depuis 2-3 ans. Pour être honnête, avant on regardait un peu moins. Et on voit en fait vraiment le bénéfice de bosser sur du SEO, à la fois en termes de ce que tu disais un peu aussi pour tout au long de l'année, Il hein, faut du parce fil rouge. qu'il Ouais. y a un fil rouge, ça veut dire qu'il faut travailler aussi ça, et c'est important pour exister tout au long de l'année, et puis en même temps parce que ça génère énormément de trafic qualitatif. Et donc c'est un long travail, mais pour nous, ça a été hyper bénéfique sur nos audiences, sur nos volumes de visiteurs. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on a investi de plus en plus. Aujourd'hui, tu saurais estimer la part de visiteurs qui viennent, enfin qui prennent un ticket depuis ce canal-là? En grosse Euh, maille, hein. je pense qu'on est sur peut-être un peu plus d'un tiers, quoi. Un Ah, peu donc c'est plus d'un énorme, ouais, tiers. effectivement. Ouais. Ouais, Donc sur les 190 000, c'est ça que tu disais, 180 000, donc tu as un tiers, donc tu as 60, 70 000 grosso modo qui viennent, en tout cas qui prennent un ticket depuis le Canada. Donc c'est pas neutre, effectivement. non, non, c'est C'est pas neutre. c'est pas C'est pas neutre. neutre. Ça marche. On a une dernière séquence, c'est une séquence ici, grosso modo, où je propose des situations à l'invité, puis
Je laisse effectivement se projeter. Euh, une première question, c'est si demain tu devais repartir de zéro, grosso modo, ou si tu arrivais sur le marché, grosso modo, le marché du travail, euh, quelles compétences tu bosserais? Alors, je te dirais, en soft skills, je pense que ça serait vraiment l'esprit critique, parce que je pense qu'on commence à entrer dans une génération qui l'est de moins en moins pour plein de raisons. Et en fait, je pense que c'est là où il faut l'être le plus pour vraiment bien bosser. Donc, je ne sais pas trop comment on apprend ça, mais en tout cas, je pense qu'il faut. Enfin, c'est quelque chose, à mon avis, qui a une vraie valeur ajoutée. Et en hard skills, je dirais quand même toujours des sujets autour de la data, même si on sait que les métiers vont évoluer, que ça va changer. En fait, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est la data qui fait que derrière, on a des modèles qui sont efficaces. En fait, la donnée, ça va devenir un peu l'Eldorado et l'or des prochaines années. Donc, je pense que ça reste des choses sur lesquelles il faut capitaliser. Mais c'est un bon point ce que tu dis sur le premier. On sait par exemple que les entreprises d'IA recrutent de plus en plus des profils littéraires et venant des sciences sociales. Hmm. C'est des profils qu'on disait un peu condamnés, entre guillemets, ou on disait, bah, tiens, ils ont un peu moins vent en poupe et il faut faire des maths, il faut devenir ingénieur. Ça reste toujours vrai, hein, c'est toujours bien effectivement de faire ce type de métier, mais on voit que bah, ces profils littéraires ou sciences sociales qui ont peut-être l'esprit critique plus prononcé ont un peu le vent en poupe, en tout cas sur la Silicon Valley. Et autre point, moi je vois que depuis que j'ai pris mes fonctions de DG, je lis énormément presse magazine, journal papier, etc. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est-à-dire on est face effectivement à un brouillard informationnel, enfin à un Blue qui fait que tu as plein de flux entrants, il faut réussir à décoder. Et en fait, soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas les clés, soit on se laisse intoxiquer, moi le premier, par des choses, etc. Et je trouve que euh, ma capacité à prendre des décisions, ou en tout cas en tout cas, j'ai l'impression que je suis un poil meilleur, ou en tout cas un poil mieux éclairé que depuis que je me suis lancé Mhm. dans cette entreprise de. Je suis abonné à 4-5 magazines et journaux papier. Et en fait, on peut se dire, bah, quel rapport avec mon métier? Bah, en fait, je trouve que ça m'aide quand même à sentir un peu le marché, à avoir des tendances, Mhm. les fameux signaux faibles dont on parlait. Ouais. Alors, ça reste un petit niveau qui est le mien, mais en tout cas, je trouve qu'effectivement, quand on est patron, il faut réussir à, voilà, à s'abreuver, et à s'extraire de tout ce brouillard pour essayer de capter les bons signaux. Et c'est pas facile finalement. Mm. C'est un peu là où Oui, réside la. et je pense que ça va être de moins en moins. Donc, effectivement, c'est pas mal d'avoir pas mal d'ouverture sur plein de sujets, de pouvoir un peu croiser les informations pour enfin, prendre des bonnes décisions en fait à la fin. Autre question, si tu pouvais inviter qui tu voulais au prochain Vivatech, ta carte blanche, qui est-ce que tu ferais monter sur le main stage? Et pour nous Euh, dire quoi? alors, moi, si j'avais le choix, j'aimerais bien voir et faire venir les gens qui m'ont donné envie de faire de la tech. Et souvent, ça passe plus par, enfin, en tout cas, à mon niveau, un peu la culture. Dans les années 90, on voyait la tech et on rêvait de la tech. Et il y a beaucoup de choses qui existent maintenant grâce à ces films-là. Donc, j'avoue que de faire venir un Zemeckis qui a pu faire Retour à le futur, un Lucas ou un Spielberg, je ne serais pas totalement opposée. Et puis, je sais l'impact que ça peut avoir aussi sur le trafic. Donc, ça m'arrangerait à double niveau. Et après, j'avoue aussi que, en fait, il y a un acteur qui s'appelle Robert Downey Jr. qui fait Iron plein de Man? choses, qui est Iron Man, C'est entre ça. autres. Il pourrait venir en Mais costume. C'est ça. j'aimerais bien parce que je gagnerais énormément de points avec mes enfants, C'est ça. mais aussi qui a énormément innové, qui a investi dans plein de choses et donc qui est assez intéressant, au-delà d'être Iron Man, certes, mais qui a aussi énormément de choses à dire sur la tech parce qu'il a testé énormément d'investissements dans plein de sujets. Ouais, on voit que d'ailleurs que les acteurs à Hollywood investissent dans les boîtes tech. Je crois que Ouais, c'est ouais, Ben Affleck qui s'est fait racheter sa boîte là, ouais. pour plusieurs millions où il utilise l'IA effectivement pour mettre à disposition auprès des studios de cinéma, etc. Donc on voit que c'est un sujet qui anime effectivement bah, ces communautés-là. Et je ne suis même pas certain qu'ils seraient contre hein, finalement les personnes que tu as citées, quoi. C'est-à-dire Je travaille euh, durement avec l'équipe Zemeckis, conférence c'est ça, pour aller dans ce sens, mais on m'entend pas. c'est ça, faire un petit happening Mais pour de vrai, enfin, pour je faire un pense que ça a fait crossover rêver avec beaucoup de Cannes, gens. peut-être. Ouais, bah pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ça marche. Et dernière question, Caroline, si tu avais un conseil à donner à Caroline il y a 15 ans, ce serait lequel?
Alors moi, je m'en donnerais deux. Le premier, c'est d'oser et de ne pas écouter ce qu'on te dit. Doser avec un D apostrophe, Oui, d'accord. de Ok. oser. Ouais, doser. Ok. Parce que en fait, on nous met beaucoup enfin voilà, enfin, on nous met un peu dans un carcan en nous disant qu'on ne pourra pas faire ça. Alors moi, c'est encore plus le cas en étant une femme. Mais pour de vrai, en fait, il n'y a pas de limite finalement et on peut faire ce qu'on veut comme on veut. Il faut juste se donner les moyens de le faire et avoir l'ambition et la volonté. Je le vois avec Vivatech tous les jours. On fait des choses, au début, quand on nous en parle, on se dit c'est impossible. Mais en fait, on le fait et on arrive à le faire avec une toute petite équipe juste parce qu'on est motivé, on a envie et on casse les murs, quoi. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment inculquer. Et puis le deuxième, c'est que je dirais qu'il faut rester aussi fidèle à ses valeurs. J'ai fait beaucoup d'expériences. On peut faire très bien du marketing sans être toujours aligné avec la ligne du projet. Mais je vois la différence quand on est vraiment aligné, ce qui est le cas aujourd'hui. Et en fait, ça se sent dans la marque et ça décuple en fait la performance de ces campagnes parce que c'est vrai, ça apporte quelque chose qui est beaucoup plus vrai. Oui, c'est ça, qu'on a quand même la chance d'être dans un secteur. Enfin, en tout cas, moi, je suis assez aligné. Je suis très optimiste et très enjoué dans le secteur dans lequel on travaille. Je trouve que la tech, c'est un terreau propice, effectivement, qui consubstantiellement n'a pas de limite. C'est-à-dire que par définition, on reste sur de la technologie, sur des outils, sur des choses qui nous permettent de faire x2, x4 par rapport à nos capacités cognitives et physiques, finalement. Et donc, c'est même inscrit finalement ontologiquement sur le fait, on est dans un secteur où on peut se dépasser, on doit se dépasser. Voilà, il faut effectivement briser ses limites. Et sur le fait de travailler, voilà, c'est-à-dire qu'on a quand même la chance de faire des métiers sympas, je trouve. Autant se faire plaisir, autant travailler dans des secteurs sur lesquels on a un intérêt, un goût particulier. Donc, je pense que c'est une belle conclusion. Je te remercie pour le partage d'expérience, ton retour. Merci beaucoup pour Voilà. l'invitation. Moi, tu m'as créé beaucoup d'attentes pour le prochain événement Très bien, Vivatech. je fais bien mon boulot, ça va. Voilà, c'est ça. Donc, l'année dernière, moi, j'étais en tant que journaliste, visiteur. Là, cette année, j'étais en tant qu'exposant. Donc, j'espère qu'effectivement, être au rendez-vous et être au niveau de la promesse que tu nous as partagée. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous êtes restés jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre curiosité. Puis je vous dis à dans 2 semaines. Au revoir.